Salut à tous, suite de ce challenge un petit peu spécial MBKJK, réunir les 5 joueurs que vous avez à l'écran dans une franchise que je n'ai jamais prise sur NBA 2K19. Voilà le truc, et puis évidemment jouer en superstar et gagner un titre dans les 5 ans. À la limite, ça, on connaît le jeu, hein. On sait que c'est moins difficile de gagner un titre que parfois de réaliser certains transferts. Donc le défi, c'est de pas seulement de gagner, c'est gagner avec un tel, un autre. Je vais commencer cet épisode par deux mauvaises nouvelles. Alors, vous préférez commencer par laquelle? La mauvaise ou la mauvaise? Bah en fait, les deux mauvaises nouvelles sont les suivantes. Déjà, Kawhi Leonard a re-signé du côté des Spurs. Donc, alors c'est totalement irréaliste, hein, parce que sur les bases de son contrat, il fallait qu'il attende l'été 2019 pour avoir un contrat max encore plus élevé. C'est dû à son ancienneté, en fait, à cause des règles du CBA. Donc vous voyez, par exemple, là, il a signé une extension à 32,66, alors qu'à l'été, il est éligible à 35, quoi, comme Kyrie Irving. Donc il a signé 3 ans, bon, voilà, tant pis. C'était donc la première mauvaise nouvelle. Voilà, il y en a une autre. Il y en a une autre, c'est que Ben Simmons a progressé. Ouais, je sais, ça choque. Ben oui, Ben Simmons qui progresse, c'est Ben Simmons qui vaut 4 étoiles et demie, entre guillemets, et donc Ben Simmons qui est encore un petit peu plus délicat à aller chercher qu'à 4 étoiles. Regardez, à 4 étoiles, c'était, là on est le 16 décembre, bah, le 29 octobre il était qu'à 4 étoiles, il n'avait pas encore pris le petit chouïa d'overall là qu'il a pris entre temps, donc pas la meilleure news du monde, hein, on est d'accord, mauvais début, on va espérer que la suite soit meilleure, et la suite c'est évidemment une progression dans la saison, vous allez voir qu'on va aller jusqu'au playoff, on va avancer autant que possible, donc voilà, tout en essayant de surveiller ce qui se passe. Bien sûr, je rentre en jeu parfois sur des fins de match parce que mon bilan, il m'intéresse en fait. Il m'intéresse beaucoup le bilan de cette équipe parce que je veux commencer à gagner des matchs. Je veux pas faire une saison de tanking. On pourrait, hein. On pourrait tanker, mais non, je me suis pas mis dans ce truc-là. Déjà que il va falloir évidemment compter sur des bons choix de draft, hein. Mais de là à tanker, non. Franchement, j'ai envie de faire autre chose. En fait, je trouve que c'est un peu dommage, trop facile et caricatural d'être là, de prendre une franchise, de tanker, et puis comme ça d'avoir un top 3 à la prochaine draft, et puis je sais pas, moi je préfère jouer pour gagner en fait. Donc les bons choix de draft, j'essaye de les avoir, mais avec les autres équipes, voilà. En essayant de faire des paris en fait, hein. Des paris sur telle équipe va terminer bas, etc. Telle équipe non. Et je peux donner certains joueurs à telle équipe parce que j'estime que ça va pas nécessairement la faire être trop forte. Du coup, elle sera quand même au fond du classement. Et donc, voilà, ces petits calculs-là, c'est sûr que si je file D'Angelo Russell à une franchise, ça va forcément changer le bilan de la franchise. Si je lui donne Julius Randle, suivant l'équipe que c'est, ça peut ne pas changer grand chose. Voilà, hein, pour être précis sur ce que je pensais. Alors j'attendais la guérison de Hollis Jefferson pour bouger au niveau des trades. Parce que je voulais annoncer à l'épisode précédent, les gens qui sont concernés par un trade, c'est Julius Randle, Caris LeVert et Rondé Hollis Jefferson ainsi que Joey Harris. Voilà. C'est les 4 que je peux accepter de bouger. On va voir que justement je vais m'activer. Voilà. J'ai réalisé 2 trades. Un premier qui envoie un énorme package, les 4 joueurs que j'ai nommés du côté des Mavs. En échange, je prends leur tour. Et ça, c'est important.
Leur premier tour de 2019, donc celui-là il est intéressant. Je récupère un joueur que je vais faire jouer, c'est Wes Matthews, j'adore, profil 3&D, ainsi que Finney Smith et Maxi Kleber, qui eux par contre sont en fin de contrat. Je doute que je les fasse beaucoup jouer en fait, pour être franc. Et puis dans la foulée, petit swap avec les Celtics pour récupérer un tour des Grizzlies. Ça, c'est histoire d'aller chercher le deuxième choix de draft que voulait le proprio. Donc, si tout va bien, à l'issue de ces trades, donc j'ai donné du temps de jeu à Matthews, bien sûr, et puis du coup j'ai donné du temps à DiVincenzo et Jones Jr., hein, comme promis. Je l'avais dit que ces deux-là, je les avais recrutés en filant des contrats de respectivement 2 et 4 ans, mais pas pour les regarder sur le banc, mais pour aussi leur donner l'opportunité de jouer. Un peu, on va dire, Jones Jr. dans le rôle qui appartenait à Hollis Jefferson, et DiVincenzo dans un rôle de backup sur poste 2, quoi, tout simplement. Voilà. Sachant que pour ce qui est du poste 5 de pivot, c'est Ilyasova hein, qui joue le remplaçant. Ilyasova, très précieux. Et donc, du coup, Mirotic, il intègre notre 5 majeur. Alors, comme on avait pris un très bon départ, là, il y a fracture de Mirotic, 6 à 8 semaines. Hein. Ça fait un peu mal. Du coup, tant pis, je suis quand même obligé de donner des minutes à Kleber et Tolliver. Je sais, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, du coup, finalement, je donne des minutes qu'à Kleber. Et je donne plus de minutes à d'autres, notamment Ilyasova. Ben, on avait pris une jolie avance, puisque on était à 25 victoires pour 10 défaites. Et je me suis dit ça aussi, je me suis dit c'est cool d'avoir emmagasiné en gros, parce que on sait que 25-10 ça fait quoi? Ça fait un gros pourcentage en fait, ça fait 5 sur 7, ça fait du plus de 71% de victoire, c'est énorme, 71% de victoire. On va pas tenir ce rythme-là jusqu'à la fin de saison, c'est une certitude. Regardez, c'est marrant, un match serré là qu'on va perdre du côté des Bulls, comme un signe pour dire ouais tu vois tu t'es affaibli mais évidemment ben voilà ça se paye quoi, ça se paye, c'est logique. Donc bah oui, bah c'est pas grave hein, c'est un calcul qui a été fait. De toute façon j'allais pas ne pas bouger parce qu'avec les choix de draft dont je disposais, j'aurais rien eu de bien à la draft 2019, rien. Là je vais aller recruter un petit jeune là, Jevon Carter, il est intéressant ce joueur, mais que pour un an par contre, parce que je veux pas me figer au niveau du cap space à l'été qui suit, étant donné que je sais qu'il va y avoir de la resignature pour certains, il va y avoir pas mal d'argent à dépenser. Je veux même pas bloquer 5 millions sans savoir. Si jamais au pire, bah, on le re-signera Jevon Carter si vraiment il nous convainc. Vous voyez, le tour des Dallas Mavericks, il est encore le choix de draft futur, pardon, sera a priori favori pour être premier choix. Mais à ce stade-là, quoi. Attention, la saison elle est loin d'être finie. Bon, voilà. Puis vous voyez, je continue à, voilà, ne pas avoir nécessairement tout le temps du succès dans mes entrées en jeu. Ben voilà, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave. On a quand même un bilan qui est plutôt propre pour le moment. Voilà, on continue à aller perdre par-ci, perdre par-là. Mais on est toujours au-dessus des 50% largement. Donc ça déjà, ça nous garantit quasiment à l'Est, ça nous garantit une place en play-off. Donc il n'y a pas le feu non plus. Il y a quand même comme ça, voilà, 5 défaites d'affilée. Évidemment, dans le discours, je prends pour moi, pour remonter le moral des autres. Donc tout va bien, on est le 18 janvier, on est à 3 semaines de la trade deadline. Et on a le 4e bilan, même si c'est serré avec les Sixers et les Raptors. Bon, au pire, on peut encore un poil dégringoler à la 6e place, mais on ira peut-être pas plus bas que 6, quoi. Donc, ce que je pense, vous allez voir, je vais vous montrer à chaque fois, je vais faire des petits points réguliers.
sur où en sont les Mavs et où en sont les Grizzlies, puisqu'on a dans un cas le tour non protégé des Mavs, le meilleur avec les Celtics, donc ça c'est un truc qui devrait être évidemment le choix des Mavs, hein, parce que les Celtics fait une bonne saison. Et les Grizzlies, le choix il est top 5 protégé, donc c'est pas exactement la réalité, puisque dans la réalité il est top 8 protégé, le choix des Grizz qui appartient aux Celtics. Mais le jeu l'a modélisé en top 5, donc voilà. Ça veut dire que nous, on a juste à espérer que les Grizzlies vont être, par exemple, choix numéro 6 ou alors choix numéro 7 dans le dans le meilleur des cas pour nous, quoi. C'est parce que si c'est 5, 4, 3, 2, 1, bah ça tombe pour eux et on hérite du tour de l'année suivante, du choix de l'année suivante. Donc bon, on va bien voir. De toute façon, là, à ce stade-là, les Mavs sont en train de se faire un peu remonter par les Pacers. Puis les Grizzlies, on voit qu'ils sont clairement au-dessus. Hein. Les Grizzlies, ils sont pas, ils sont pas partis pour être top 5. À ce stade-là, de toute façon, on peut pas tenter de trade parce que regardez, Simmons, il est un peu blessé et Kawhi Leonard, il est blessé aussi. Donc à partir de là, déjà, on sait qu'on n'a pas le choix, il faut avancer. Il faut avancer pour voir ce qui se passe, continuer. Là, en plus, on a un tout petit enchaînement de victoires, il faut en profiter, voilà. On joue des Knicks qui vont nous mettre une fessée. Ça fait un peu mal, mais bon, ok. Porzingis joue, hein, donc à partir de là, ok. L'IA nous propose des petits trades par-ci par-là, mais y a pas matière à s'enflammer plus que ça, voilà. On va encore faire un petit point. Ah là là, les Mavs sont en train de talonner les Pacers au niveau du bilan. C'est pas vraiment la meilleure nouvelle. Moi, j'aimerais bien que les Mavs, évidemment, restent pire équipe de la ligue pour cette année. Hein. Ce serait bien arrangeant, faut quand même le dire. On nous propose des offres hein, qui sont incluant des tours de draft, mais bon, s'il y a Chris Dunn dans le truc, laisse tomber quoi. Puis au moment de la trade deadline, là, le lendemain du match à Denver, je vais faire tout ce que je peux pour tester des transferts éventuels. On voit que les Mavs restent derniers. Je vais faire tout ce que je peux, mais sans jamais y arriver. Simmons et Kawhi Leonard, ça ne bouge pas pour le moment. Quoi. Il n'y a même pas débat. J'ai offert des ponts d'or pour un seul. Hein, je parle pas des deux. Hein, pour un seul, j'ai offert genre tout ce que je pouvais. Et bien, même là, ça refuse. Donc on est vraiment au stade où, on a bien compris, on va attendre la draft. Et on va finir la saison. Ça tombe bien, retour de Mirotic, quand même, il va nous faire du bien Nico Mirotic. Et on va, comme ça, essayer d'aller au bout. Alors là, voilà, les favoris pour la loterie. Toujours Dallas en tête. Allez, on touche du bois. Pourvu que ça dure. Nous, on va se faire taper du côté des Hornets. C'est pas glorieux. On va prendre les Spurs dans la foulée, voilà. Ça y est, l'objectif de 20 victoires à domicile a été rempli, je suis content, c'est un joli objectif pour cette équipe des Nets sur la saison 2018-2019, c'est cool. C'est cool de l'avoir. Allez, encore les Hornets qui viennent nous tuer, ok. Le Heat, il est chaud le Heat, à chaque fois on perd. À chaque fois contre le Heat on perd. On bat les Mavericks, j'ai envie de dire ouf, parce que si on leur offre une victoire, on se saborde. Atlanta aussi passe à la casserole. Détroit va nous taper. Vous voyez, c'est un peu du yo-yo. Hein. 37-33 là à ce stade. Et c'est pas phénoménal. Hein. Sur 70 matchs joués, on voit que les Mavs sont encore numéro 1 favoris. Grizzlies numéro 13. Ouais, le choix des Grizzlies, il va tomber sûrement dans notre besace. Sauf loterie improbable, quoi. Mais ça va pas être non plus dément, hein. Faut s'y attendre. Hein. Donc ok, ce sera loterie de pique, voilà. Bon, c'est déjà mieux que rien. Hein. Allez, on continue.
On a bientôt terminé la régulière à ce stade. On est qualifié en playoff. On est à 41-36. On sait qu'on est déjà en playoff. Les Dallas Mavericks, aïe aïe aïe, ils sont en train de presque se faire dépasser par Chicago, qui a un bilan pire au stade où je parle. Donc c'est un peu la mauvaise nouvelle du moment, c'est que Chicago est en train d'emporter la décision. On va voir ce qui se passe. On bat les Pacers, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est comme ça. Regardez comme c'est serré. Bulls numéro 1, Dallas numéro 2, Atlanta numéro 3, et derrière les Grises, ça reste toujours un truc pas spécialement intéressant. Je vais aller chercher un joueur pour essayer de muscler un petit peu mon banc et pour affronter les playoffs avec un petit peu plus de confort. Je vais signer un contrat sur 2 années à KCP qui n'avait pas de contrat, il n'avait pas été re-signé nulle part. C'est pas très très cher payé, en plus 6 millions par an sur 2 années, parce que à la limite, si ça se présente, je le garderai. Moi j'aime bien KCP, il me dérange pas. En plus dans ce profil un peu à la Matthews, hein, quelque part, hein, il convient. Il peut jouer poste 2, poste 3, KCP, ça va, il a un physique assez correct. Allez, on va affronter le Heat pour le dernier match de la régulière. Et puis, bah, du coup, comme ça fait longtemps que j'ai pas joué avec cette équipe, on va jouer le Heat. Je vous ai extrait quelques séquences de ce match-là. L'objectif étant d'aller vite aussi quand même, hein, parce que là, on a envie de se focaliser maintenant sur les playoffs. Hein, tant qu'on est en tout cas pas à l'intersaison. L'intersaison va être intéressante. Mike Conley est un membre du Heat. On a eu visiblement l'IA qui s'est débarrassé de Hassan Whiteside pour aller récupérer le contrat imposant de Mike Conley. Hein, un contrat assez énorme. Même si le joueur a du talent, hein, le joueur est valeureux, mais ça reste quand même un contrat à plus de 30 millions. Et sur une durée encore assez longue, donc c'est quand même pas anodin. Moi j'aurais jamais évidemment récupéré ce contrat là, hein, ça va de soi. C'est un contrat qui bloque un peu le développement et la progression d'une équipe, quoi. Bon, voilà, donc on a été faire le boulot contre le Miami Heat. Et ensuite, on va essayer d'aller du côté des bilans. Voilà, LeBron James se retrouve MVP. Il est bien aux Cavs, hein, attention à la photo. Hein. Il est bien aux Cavs, hein, puisqu'on a démarré la partie à l'été 2018 et il a re-signé évidemment à Cleveland. Je dis évidemment parce que c'est quand même souvent le scénario qui se produit dans ces cas-là. J'ai rarement vu LeBron James aller signer ailleurs, alors que bon, voilà, le jeu était programmé comme cela, il faut croire. D'Angelo Russell en 3e équipe au NBA. C'est pas mal, hein. Jolie reconnaissance pour D'Angelo, qui a aussi été All-Star. Vous avez vu sa shooting chart sur l'année? Elle est trop jolie. Il n'y a que du rouge. Le mec, il met dedans de partout. Là, vous voyez, il a été All-Star. Il est 3e équipe All-NBA. Et en 2e All-Defensive, on a Chris Dunn. Bon, bah écoutez, c'est déjà méritoire d'avoir 2 joueurs qui sont dans les récompenses. C'est pas mal pour un 5e de conférence. Et oui, 5e de conférence, parce que oui, on va affronter les Raptors au premier tour, sans avantage du terrain. Bah écoutez, les Raptors, ça me fait pas trop peur. Dallas aura terminé à 25 victoires, aïe aïe aïe, égalité avec les Pacers, et les Bulls à 23, ce qui veut dire qu'on on sera entre guillemets numéro 2 ou 3 pour ce qui concerne les favoris pour avoir le pick numéro 1 de la draft qui suit. Donc voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Alors, on va aller jouer ce match-là excitant du côté des Raptors. Raptors, ouais, je le disais, ils me font pas trop peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la config
DeRozan, hein, Laurie DeRozan. Hein. On sait que c'est une config qui marchait pas des masses du côté des Raptors, qui ont eu à un moment donné une opportunité exceptionnelle d'échanger DeRozan et Purple avec un tour de draft contre Kawhi Leonard et Danny Green en plus. Danny Green pas anodin comme récupération de joueurs. Donc là ils ont pas Kawhi, moi ça me fait pas trop peur en fait. Voilà. Simplement il faut se méfier parce que DeRozan à des moments peut avoir tendance à prendre tous les shoots et puis à en rentrer un paquet. Valanciunas, il représente toujours une forme de danger au rebond et au rebond offensif en particulier. Siakam est moins fort que ce qu'il peut l'avoir été dans cette saison en réalité. Et bah oui, ça se comprend facilement. Siakam, il va être élu Most Improved Player, il va être le gars qui a le plus progressé. En tout cas, c'est un énorme favori pour ce titre-là. Il n'y a donc rien d'anormal au final à ce que il ait été prévu par le jeu à l'été 2018 comme déjà un très bon joueur, mais pas aussi percutant, pas aussi dangereux, pas aussi nocif pour l'adversaire que ce qu'on peut l'avoir dans la réalité, quoi. Il y a notamment une faille dans le profil de Pascal Siakam là, dans cette partie de ce fait, c'est qu'il n'a pas de shoot à 3 points. Et c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas de shoot à 3 points, tout comme un Valanciunas, moi ça me permet à des moments de faire des petites impasses et de laisser un mec un peu plus bas dans la raquette pour plutôt essayer de venir en aide ou en prise à deux sur certaines séquences. Attention, DeRozan. Ouf, pas passé loin. Heureusement que c'est pas un shooter notoire à 3 points, parce que sinon, avec notre adresse on était un peu en travers à 3 points sur ce match, faut le dire. Il y a quand même un Chris Dunn, heureusement, homme du match, qui a été assez faramineux. J'ai beaucoup exploité la mismatch de Chris Dunn sur Fred VanVleet, parce que VanVleet, pour défendre sur Dunn, c'est un enfant, hein, il ne peut pas réellement s'opposer. Et malgré donc un carton de DeRozan, on a nous un carton de Chris Dunn, 41-5-10-5, assez gigantesque. Voilà, beaucoup de séquences où Chris Dunn est venu terminer à l'intérieur. Et c'était plutôt des paniers faciles, je dirais. Voilà. Donc ça, c'était le premier match qu'on est allé gagner du côté de Toronto. Dans le deuxième match, je ne peux pas m'empêcher de rentrer parce que c'était très serré et que toujours sympa de jouer ces fins de match là. Voilà, Laurie va tenter quelque chose et non, ce sera pas le game winner pour Kyle Lowry. Et derrière, on va en prolongation. Voilà, on va se retrouver à appliquer toujours un petit peu nos systèmes habituels. C'est un petit système là en floppy. Derrière, il y a toujours l'excellente défense du Chris Dunn qui permet comme ça d'avoir des points faciles en contre-attaque. Voilà. On a D'Angelo Russell qui, je crois, sur ce match était un petit peu moins performant en attaque, mais on s'en est sorti quand même. Voilà. Derrière, voilà les petites séquences. Vous voyez, VanVleet, il n'est pas en situation de défendre sur Dunn. Ça n'est pas possible. Donc à partir de là, VanVleet, il subit. Et puis là, j'aurais voulu ressortir sur un autre joueur, c'est venu sur Dunn. Et puis ça s'avère être le panier quasi décisif. Voilà, donc Russell un peu en travers à 3 sur 16. Mais les autres ont fait le boulot. On va chercher le 2-0 du côté donc des Raptors. Et puis il reste maintenant à terminer. Alors j'aime bien régler aussi la pression loin du ballon par rapport aux joueurs que je crains dans l'équipe adverse. En l'occurrence là, essentiellement Laurie et DeRozan. Les deux qui peuvent être assez nocifs au niveau de l'externe. C'est notamment pourquoi que je fais ce réglage là. C'est parce que j'aime bien essayer de limiter les situations dans lesquelles
lors des prises d'écran, et donc sortie d'écran pour Laurie ou DeRozan, on va avoir mon défenseur qui va pas trop combattre, qui va se faire ventouser, hein, comme vous savez, et du coup Laurie et DeRozan peuvent se retrouver avec une position ouverte. Là il y a un très joli contre de Nico Mirotic, et donc vous voyez, pour éviter ça, et je trouve que ça marche plutôt pas trop mal, je demande une pression loin du ballon qui est importante. Attention, ils vont revenir, hein, donc ça va se jouer au lancer franc dans le fall game. Derrière, heureusement, il y a un 3 points raté, et puis on a comme ça la satisfaction d'aller conclure. Ça fait donc 3-0. 3-0. Évidemment, à 3-0, en MyGM, le proprio il va vous demander le sweep. Il veut le 4-0, lui. Alors, est-ce qu'on va être en capacité de lui offrir le 4-0? Bah, je suis rentré, pareil, pour l'assurer. Joli flotteur là de D'Angelo Russell, qui est vraiment une arme atomique en attaque. D'Angelo, c'est vraiment très 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 fort. Ça fait bien plaisir, parce que j'aime beaucoup de joueurs. Je sais que je devrais, à un moment donné, je devrais m'en séparer, mais je le regrette déjà à l'avance. Et puis voilà, ça va être le sweep des Raptors. Pas très surprenant qu'on sweep les Raptors. Ce qui m'aurait étonné, ce serait de perdre nettement, par exemple. J'aurais pu éventuellement penser perdre 4-3 au pied ou comme ça, mais certainement pas davantage, quoi, parce que cette équipe des Raptors, elle est pas bien mieux, elle est pas bien meilleure que nous. Donc voilà. Petite blessure pour Justice Winslow, c'est embarrassant au moment d'affronter le tour suivant. Le tour suivant où on va jouer, attention, Washington qui mène 2-1 face aux Cavs. Non, ce seront quand même les Cavs de LeBron James qu'on va devoir se taper. Et en plus, au premier match, j'aurais pu le faire jouer là, à 75. Mais je préfère le faire revenir uniquement quand il sera non blessé, quand il sera à 100%. Donc voilà, en attendant, petit réglage sur les uns et les autres. LeBron James, Kevin Love, Clarkson, Hill notamment. Hood aussi, hein, Rodney Hood. Et donc c'est parti avec un mauvais début de match pour nous, puisque LeBron James fait à peu près ce qu'il veut. De toute façon, ça va être un petit peu le leitmotiv dans cette série, c'est un LeBron James Giannis Antetokounmpo-esque, hein, si j'ose dire. Il est comme ce qu'on peut connaître d'Antetokounmpo, du côté inarrêtable et totalement bondissant, avec des qualités athlétiques qui dépassent presque ce qu'est vraiment LeBron James. C'est fou, hein. C'est fou d'avoir ça. Voilà, il va chercher des N1, en veux-tu, en voilà. Il est super chaud à jouer, LeBron. Il est hyper chaud, donc bon, on se bat pour rester au contact. Là, il y a par exemple un panier très important de D'Angelo Russell pour revenir à -3. Ensuite, on reviendra même à -1. Et une superbe défense de Turner qui va intercepter. Ensuite, bam, envoyer la contre-attaque et on passe devant. Sur ce panier-là, on passe devant. On est en fin de troisième quart. Derrière, encore une jolie défense. Celle-là, elle est signée Wes Matthews. Jolie défense sur LeBron. Et puis, au buzzer du troisième, quand même, LeBron rappelle qu'il est là. Il joue tout, hein. 15 minutes. Je joue en 4x5 et on est à la fin du troisième quart. Donc 15, c'est 3x5. C'est énorme, hein. LeBron James, il n'est pas sorti une seule minute. Et il va sortir un peu, par contre, en quatrième quart-temps. Ah, faut m'expliquer, l'IA. Moi, je pense pas que LeBron James soit le type de joueur qu'on puisse sortir au quatrième quart en l'ayant fait jouer les 3 premiers quart-temps sans pause. C'est totalement débile. Mais bon, l'IA, bizarrement programmé pour certaines choses. C'est assez effarant. Là, un petit système en punch 5, là. Hop là. Coucou. On profite d'avoir DJ Augustin comme défenseur sur Chris Dunn. Et puis, il va y avoir 2-3 petites bonnes contestations et une finition au lancer pour Miles Turner dans le fall game. Voilà. On est donc allé chercher le game 1 du côté des Cavs malgré un LeBron James à 52 points.
Il y a quand même un gros Russell, un Dunn, Turner, Mirotic. On a plusieurs sources en fait de scoring. Et à l'arrivée, LeBron il a joué son truc. Alors ils nous mettent une fessée au deuxième match. Ensuite au troisième match, bah c'est serré, hein. C'est serré, du coup bah je rentre. Et j'ai envie de le verrouiller celui-là. Bon, je rentre à plus 5 là. Enfin je rentre un peu avant, mais j'ai envie de verrouiller ce match-là parce que je veux mener 2-1, en tout cas d'essayer. Et puis ensuite on verra bien ce qu'il advient, parce qu'à 2-1 c'est encore loin de gagner, hein, évidemment. Voilà, petit pick and pop là, c'est vrai que on se régaler avec Miles Turner sur ces séquences-là. Il est tellement précieux dans tout ça. Voilà, ça va être la victoire dans ce match 3 pour nos Brooklyn Nets, emmenés par donc D'Angelo Russell. Et on va rester là pour ce qui est des matchs. On va rester sur ces positions-là, tout en réajustant quand même la rotation, puisque Justice Winslow est revenu de blessure. On est donc en demi-finale de conférence. On est en situation plutôt favorable. On mène 2-1 contre les Cavs. Et bon, après en face, ce sera probablement Boston. Et du côté de l'Ouest, on peut s'attendre à une finale de conf sans aucune surprise entre Houston et les Warriors. Donc ouais, on est sur des choses assez classiques. En fait, il manquerait plus que les Cavs nous battent pour être dans un truc supra-réaliste, c'est-à-dire Warriors Rockets et Cavs Celtics, un truc qui ressemblerait trait pour trait à ce qui s'est passé dans la réalité en saison en playoff 2018, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc prochain épisode, on terminera les playoffs et puis surtout on ira à l'été, puisque l'été nous attend et l'été il va être supra important pour cette équipe des Nets. Je vous dis à très bientôt. Bye.